Merci, Mélissa. Bonjour. J'ai eu du retard. Mon vol a eu du retard. J'espère que vous avez donc passé une bonne matinée. Nous avons rencontré quelques problèmes techniques et nous nous en excusons. Ceux qui se sont réveillés très tôt pour nous rejoindre, je vous remercie. Je sais que l'année dernière, nous avons organisé cette conférence virtuelle pour la première fois. Nous n'avions aucune idée de la façon dont ça allait se passer, mais nous avons donc enregistré une très forte participation. Donc, nous vous remercions pour vos commentaires. Nous avons prévu un bon programme. Nous avons donc vraiment essayé de répondre à vos attentes sur la façon dont vous souhaitez interagir. Notre but est de continuer à vous proposer des programmes, à donc vous proposer de l'interprétation. S'il vous plaît, continuez à nous transmettre vos commentaires. Dites-nous ce que vous souhaitez faire différemment, ce que vous souhaitez faire donc différemment, ajouter. Il y a la fonction du chat, cette messagerie qui vous permet de faire des commentaires et poser des questions. Nous essaierons de répondre à autant de questions que possible. Vous pouvez nous poser des questions à moi, à Tracy. Il y a aussi donc les médecins qui seront donc dans notre réunion. Et vous pouvez donc échanger tout au long de notre séance. Et je voudrais remercier tout le personnel qui, depuis 16 à 17 mois, travaille assidûment pour organiser toutes ces séances et aussi pour la levée de fonds. Donc, ce que nous faisons maintenant, c'est tellement différent de ce que nous faisions avant et cela ouvre tellement de portes. C'est un processus fantastique de voir l'implication de toutes ces personnes. Et donc, certains des personnes chargées de la recherche de fonds donc, vont continuer leur travail qu'elles font depuis 2 décennies. Je remercie tous les membres du conseil d'administration qui ont aidé Tracy à naviguer dans cette année tout à fait inattendue. Et enfin, vous voyez donc nos sponsors, nos parrains très généreux. Et vous verrez qu'ils participeront donc à notre programme. Maintenant, passons au vif du sujet. Donc, maintenant, nous accueillons Madame Tossi qui s'occupe donc de toutes les questions de santé osseuse et rien qu'en sa présence, mon QI augmente considérablement. Donc, elle nous apporte un soutien considérable et je vais donc donner la parole au docteur Tossi. Merci. La technologie, ce n'est pas mon fort, mais je pense que ça va aller avec un peu d'aide. Donc, je suis très heureuse d'être votre première intervenante aujourd'hui et donc, je voudrais vous parler de quelque chose qui me tient à cœur, c'est-à-dire notre recherche sur les résultats centrés sur les patients. Vous avez peut-être déjà vu ces diapositives l'année dernière, mais pour ceux qui nous rejoignent cette année, je vais vous donner donc une petite mise au point et je vais ajouter quelques commentaires personnels. Je suis pédiatre et chirurgienne orthopédiste dans la région de Washington, D.C., la capitale des États-Unis. Donc, j'ai travaillé dans différents secteurs et j'ai pu être le témoin de l'évolution de la médecine de l'ostéogenèse imparfaite. Donc,
j'ai aussi tout au long de mon parcours partagé vos préoccupations dans le domaine pulmonaire. Je suis aussi à ce à quoi vous avez été confrontés aussi. Le système de santé aux États-Unis n'est pas prêt à prendre en charge, les problèmes qui ne sont pas tout simplement le diabète ou les problèmes, cardiaques, courants. Donc, comment élaborer une stratégie qui, va pouvoir s'attaquer à cette histoire, rapidement changeante? Pas seulement pour le présent, mais pour le long terme. Je torture Tracy déjà depuis longtemps à ce sujet, mais nous avons, la chance, de découvrir que cet institut de recherche sur les résultats axés sur les patients, donc, a reçu une subvention dès le mois de juin 2019 et nous avons donc finalisé notre rapport il y a une quinzaine de jours. Cela ne veut pas dire que nous avons tout terminé, mais nous avons de nouvelles directions. L'essentiel sur cette recherche centrée sur le patient, c'est un changement de priorité. Dans le passé, la profession médicale avait fixé des priorités. Elle avait décidé ce que nous allions mesurer, etc. Ce qui est important, c'est que c'est une voie à deux sens qui met l'accent sur l'implication des patients. Et l'idée est que si on veut fournir les meilleurs soins de santé possibles, eh bien, c'est la communauté OI qui doit être le moteur de la science. Cette communauté OI doit être une participante active dans tout le processus. Donc, nous avons donc mis en place un plan de départ. Et comme nous l'avons promis, nous contactons donc nos bailleurs de fonds. Nous allons aux réunions régionales pour parler donc de la recherche axée sur les résultats pour les patients. Et donc, cela, c'est le concept PCOR pour donc illustrer ce concept. Et donc, nous avons eu affaire à la COVID-19, ça c'est le Big Bang COVID. La pandémie a été annoncée dès que je suis arrivée à Phoenix pour participer à la réunion régionale donc de l'OI. Vous vous souvenez sans doute tous où vous étiez en ce fameux week-end de mars. Et tous nos plans sont partis en fumée assez rapidement. Nous avons dû repenser beaucoup de choses. Tout d'abord, il a fallu donc déposer un dossier de demande pour le PCORI supplément COVID et nous avons obtenu donc une subvention. Donc, nous avons dû élargir nos capacités. Nous étions déjà tous prêts à organiser des réunions virtuelles. Vous le savez sans doute que la Fondation OI donc, soutient un programme sur Zoom, un programme de formation et un programme mensuel d'éducation, de formation sur l'OI. Donc, l'équipe a été très agile pour s'organiser et créer des réunions Zoom. Donc, en tout cas, l'inventeur de Zoom devrait recevoir le prix Nobel.
Donc, dès le premier week-end de mars, la pandémie a été déclarée. Et le premier week-end d'avril, nous étions censés donc avoir notre première réunion virtuelle de formation. Donc, cette réunion a eu lieu, mais avec pratiquement 2 fois plus de participants que prévu au départ, car personne ne devait payer les frais de déplacement et d'hébergement. Donc, ce que nous avons découvert d'emblée, c'est qu'on pouvait donc être beaucoup plus synchronisé, impliquer beaucoup plus de personnes et on gagnait du temps aussi, à un moment où les questions sanitaires étaient primordiales. Donc, il est important de reconnaître comment Tracy a pu, avec peu de moyens, organiser donc ces programmes, ces réunions. Elle n'a pas tout organisé elle-même, mais nous avons été aidés par une petite armée de patients, de soignants, de cliniciens, de volontaires. Tout le monde a mis la main à la pâte et cela a conduit à la création de notre boîte à outils COVID-19 qui laissera son empreinte durable sur le site web de la Fondation OI. Donc, d'habitude, on présente un exposé, on fait un séminaire et ça disparaît dans l'atmosphère. Mais avec Zoom, donc, nous sommes en mesure d'enregistrer nos programmes. Ainsi, les personnes qui ne peuvent pas participer au programme pourront le visionner plus tard. Je crois que la plupart d'entre vous savez que la Fondation donc a un registre de la Fondation OI. Ainsi, nous pouvons suivre les choses. Ceci était également une opportunité pour nous parce qu'il y a des plaintes qui reviennent constamment. Oui, j'ai aidé avec ceci, j'ai aidé avec cela, ce projet, celui-là. Et finalement, il n'en est rien sorti. Et donc, étant donné que Breakthrough est en ligne, on peut avoir les résultats rapidement. Alors, je prends un instant pour parler, pour en fait traiter de certaines des préoccupations. Donc, notre dernier sondage a été terminé fin mars et donc il y a 88 personnes qui pensaient avoir eu le Covid et donc la moitié avait été diagnostiquée par un médecin sur ces 80. Donc, ce n'était pas simplement que la journée s'était mal passée. Sur tous ceux qui ont eu le Covid, 44 voire 50% ont signalé au moins un symptôme de Covid long de plus de 4 semaines après l'infection, donc beaucoup plus élevé que le taux au niveau national. Donc, faites attention, nous allons bientôt vous envoyer un autre questionnaire sur la Covid. Donc, nous allons faire un suivi pour voir un petit peu ce qui se passe, pour encore une fois, pouvoir partager ces informations avec la communauté et mettre tout le monde à jour. Une des préoccupations principales à la Fondation, sur laquelle nous travaillons et qui m'importe particulièrement, en tant que chirurgienne, c'est que plus de 50% des personnes ont dit être moins actives. C'est très important parce que les os requièrent l'activité, ont besoin de l'activité. Et donc, je mets l'accent sur le fait que l'exercice, l'activité, c'est très important. C'est devenu une de nos devises. La réalité, c'est que nous sommes confrontés à certains enjeux. Il y en a plusieurs d'ailleurs. Une des choses que je vous demande de surveiller, c'est
que bientôt nous essaierons d'identifier euh, l'importance de la fracture numérique. Est-ce qu'il faut absolument euh, surveiller tout ceci? Il y a toutes les questions des enfants qui vont à l'école, qui sont sur Internet, donc on surveille ceci, mais le reste de la communauté américaine, euh, qu'en est-il? Et quel est l'impact sur l'OI? Il faut également constater que la diversité est beaucoup plus importante désormais. Vous savez, dans ma clinique, on a l'impression d'être en Amérique, mais en fait, les réponses aux questionnaires sont beaucoup plus importantes. Nous devons en savoir plus. Je remercie les femmes blanches qui ont envoyé leurs réponses, mais ce que nous souhaitons, c'est avoir les réponses de toute la communauté. Et Tracy en parlera plus tard. Par ailleurs, c'est presque gênant, mais la fondation OI a une relation de longue date avec beaucoup de cliniques et de scientifiques, mais finalement, cela ne représentait même pas la moitié des cliniques OI aux États-Unis. Donc, il nous a fallu prendre conscience que si réellement nous souhaitons soigner tout le monde, comme j'aime le dire, si nous souhaitons démocratiser les soins, eh bien, il nous faut nous assurer que toutes les cliniques ont les mêmes informations et donc sont au courant des dernières évolutions. Et donc, nous y travaillons. Autre difficulté, quels sont les outils qui fonctionnent le mieux pour entrer en contact avec vous? Lorsque nous avons envoyé notre premier sondage, nous avons utilisé le registre OI avec des questionnaires courts pour envoyer des informations sur vous, mais nous avons eu très peu de réponses. La deuxième fois, je ne sais pas si tout le monde a ajouté notre article Breakthrough, mais donc la deuxième fois, nous avons utilisé SurveyMonkey et nous avons eu plus de 700 réponses. Donc, nous souhaitons réellement savoir quels sont les outils qui conviennent à la communauté, de manière à pouvoir mieux connaître les opinions des uns et des autres. Et surtout, donc je le répète, c'est une petite page de publicité. Vous allez recevoir un questionnaire COVID, donc faites bien attention. Il y en aura d'autres également. Le docteur Kraka travaille sur les hémorragies postpartum, donc après la naissance pour les femmes. Alors, où en sommes-nous? Qu'en est-il de l'avenir? J'espère que ce que vous comprenez, c'est que nous essayons de mieux comprendre les 50 années à venir. À quoi vont-elles ressembler? Il faut bien comprendre qu'il n'y aura pas des réponses immédiates. C'est un petit peu comme votre plan de retraite. C'est un investissement. Nous espérons que ça va s'améliorer et que la qualité des soins pour tous sera meilleure. Donc, peut-être que le prix est terminé, mais pas notre engagement. Il y a des listes d'activités, donc comment nous assurer de soutenir tous les membres de la communauté? Oui, comment nous occuper de la question de la diversité, de la question de l'accès? Comment impliquer davantage de membres dans la communauté qui nous aident à définir ce trouble qui évolue rapidement? Par ailleurs, la COVID ne va pas disparaître, donc quel est l'avenir? Quelles sont les présentations que nous pouvons vous proposer de manière à ce que vous vous sentiez en sécurité autant que possible? Et par ailleurs, ce qui est très important pour moi, c'est comment élargir l'accès à des soins de qualité pour les adultes. Il faut un village, comme on dit. Et je ne peux pas vous dire à quel point sont nombreux les membres de la communauté, les cliniciens, les chercheurs qui ont participé, mais je souhaite remercier en particulier Marc Birdwhistle qui a dirigé notre conseil consultatif, Michel Dupré qui s'est occupé du comité éducatif et Cameron qui s'est occupé de la communication. Tracy a été une partenaire idéale, Bryce Reeve,
nous aide à faire les choses correctement du point de vue universitaire et nous apprécions. Alors, en conclusion, voilà ce que nous demandons. Ce que nous demandons, c'est de réfléchir à travailler avec nous, de lire ce que nous faisons, Breakthrough, sur notre site consacré, participer à la formation PCOR et à la recherche, à nos sondages. Inscrivez-vous dans notre registre de patients et dites-nous ce que vous souhaitez savoir. Tout ceci doit être centré sur les patients. La voix de tout le monde est importante partout, tous les jours, que ce soit les personnes affectées par l'OI, les parents, les membres des familles, les proches, les soignants, les chercheurs, tous, nous sommes impliqués et nous souhaitons travailler avec tous. Voilà, et là-dessus, je vous remercie. Laura, merci beaucoup pour vos remerciements. Cela a été un réel plaisir de travailler sur ce projet avec vous. Mais pour ceux d'entre nous, que ce soit Tracy, moi et les autres, qui ont reçu les emails de Laura, vous savez à quel point elle travaille avec acharnement là-dessus. Comme je l'ai déjà dit, elle travaille sans relâche. Il y a deux autres personnes que je souhaite mentionner. Le docteur Tossi, Austin Elmer, vous êtes vraiment extraordinaire. Tout ce que vous avez investi dans ces projets mérite nos remerciements. Pour ceux d'entre vous qui ne vous êtes pas encore inscrits pour le registre ou sur le registre OI, je vous le demande. Nous allons encore une fois vous encourager, nous l'avons fait l'année dernière, parce que ce sont ces informations qui nous indiquent vers quoi diriger la recherche, les programmes, les financements, etc. Voilà, vous le voyez dans le chat. Il vous suffit de cliquer dans le chat pour vous inscrire. Nous aimerions avoir autant de personnes inscrites. Nous avons beaucoup de femmes dans le registre OI, donc en particulier les hommes, les pères, les patients, les fils, les frères. Nous avons vraiment besoin de votre participation. En tout cas, je vous remercie en avance. J'ai mentionné tout à l'heure les différentes personnes qui se sont levées tôt, qui se sont couchées tard. Il y a l'Irlande, le Québec, l'Allemande, la Gambie en Afrique du Sud, la Norvège, la Lituanie, le Venezuela, Honolulu et des personnes de tous les États-Unis. Donc, merci d'être avec nous. Parlez dans le chat, rencontrez-vous les uns les autres. En tout cas, merci énormément d'être avec nous aujourd'hui. Et nous allons donc maintenant passer à la suite. Alors, la suite, c'est une personne qui mérite toutes nos salutations parce que le docteur Sandy Sandhouse est professeur et il nous a aidé à gérer la COVID. Il a été à la National Jewish Health Foundation, il s'occupe de maladies cardio-pulmonaires et donc je souhaite la bienvenue au docteur Sandhouse. Merci beaucoup. Il va être difficile de parler après Laura parce qu'elle a très bien parlé. Je vais essayer de faire de même. Je me concentre surtout sur tout ce qui est cardio-pulmonaire et donc je vais vous parler de ce que nous avons appris dans le cadre de la recherche, tout ce qui est donc problème pulmonaire lié à l'OI. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce sujet débattu, mais je vais mettre tout ceci dans un contexte historique au fur et à mesure dans le cadre de cette présentation sur la recherche. Donc, tout d'abord, je commence toujours de cette manière. La majorité des personnes qui décèdent avec ou de l'OI, en général, décèdent de complications respiratoires, de problèmes respiratoires. Déficience respiratoire, c'est en général une des causes de décès. Donc, il y a un lien entre la scoliose et la réduction dans la capacité vitale des poumons. Et donc, je vais parler de cette capacité vitale plusieurs fois. C'est en fait ce que l'on peut expirer lorsqu'on a inspiré. Et donc, c'est cette quantité que nous mesurons qui est un des facteurs. Lorsque cette capacité vitale est basse, eh bien, on appelle ça la maladie des poumons restrictifs. Donc, vous ne pouvez pas avoir la même capacité au niveau des poumons par rapport à une personne dont les poumons ne sont pas restreints ou contraints. Mais dans les patients, qui n'ont pas
ce type de scoliose, eh bien, il se pourrait qu'il y ait des anomalies dans les poumons en eux-mêmes. En général, les gens pensaient que toutes les problèmes relatives à l'OI étaient dus à la scoliose ou alors à des fractures vertébrales ou à des fractures des côtes. Mais ce n'est pas forcément le cas. Ces questions pulmonaires dominent la fin de la vie d'une personne atteinte d'OI. Les personnes atteintes d'OI peuvent avoir des problèmes respiratoires tels que des insuffisances respiratoires, des problèmes pulmonaires de tout genre et aussi donc des problèmes des voies respiratoires supérieures, des problèmes au niveau de la trachée, causés principalement par une petite taille. Donc, il y a beaucoup d'aspects dans les questions pulmonaires dans le cadre de l'OI. Nous avons commencé lorsque nous avons commencé à évaluer les problèmes pulmonaires dans le cadre de l'OI. Donc, nous avons fait une étude de rétrospective. Nous sommes retournés examiner les dossiers des personnes qui donc avaient une mesure de leur scoliose et de leur fonction pulmonaire. Cette étude est publiée maintenant et je vais récapituler tout ce travail sur ce tableau. Vous voyez des points sur ce graphique et à gauche, la colonne verticale représente la courbe de la colonne vertébrale, la quantité de scoliose et en bas, vous voyez donc la restriction pulmonaire. Vous voyez ces points qui sont répartis dans l'ensemble du graphique et statistiquement parlant, il n'y a pas de corrélation entre la sévérité de la scoliose et la quantité de restriction pulmonaire. Même si on a supposé pendant des années que la scoliose était le principal responsable de la maladie pulmonaire. Mais donc, la fonction pulmonaire, c'est-à-dire ce que l'on peut expirer en une seconde ou au total, n'est pas statistiquement corrélé de façon significative avec la sévérité de la scoliose. Et cela soutient l'hypothèse qu'une fonction pulmonaire diminuée est intrinsèque à l'OI et pas tant liée à la scoliose. Donc, nous avons fait une étude prospective plutôt que rétrospective pour donc voir si on peut identifier, confirmer et identifier les problèmes dans le cadre de l'OI. Donc, nous avons enrôlé des patients de moins de 30 ans. Nous avions donc 14 patients au début. Maintenant, nous en avons 40 ou plus. Et donc, des études ont porté sur les fonctions cardiaques, les fonctions pulmonaires, les courbes de la colonne vertébrale. Et nous nous sommes concentrés sur les poumons. En se concentrant sur les poumons, je parle de ce que nous avons appris concernant les poumons. Donc, nous souhaitons définir des paramètres qui soient utiles. Nous explorons les questions pulmonaires et cardiaques, la présence de scoliose et de déformation de la poitrine et le type d'OI. Donc, nous évaluons la relation entre la sévérité de la scoliose et la fonction pulmonaire d'une façon prospective et longitudinale. Alors, notre hypothèse est avec cette fonction pulmonaire réduite est qu'elle est
intrinsèque à l'OI et non pas exclusivement lié à la scoliose. Donc, ce que nous avons trouvé dans notre étude a été confirmé à mesure que nous avons enrôlé de plus en plus de patients dans cette étude. Un tiers des patients ont rejoint l'étude alors qu'ils avaient déjà des problèmes pulmonaires. Nous avions donc 14 patients, 2 avaient de l'apnée et 2 autres avaient de l'asthme. 14% des personnes étaient des fumeurs, aucun n'avait le diabète. Il y avait donc une large gamme de courbes de la colonne vertébrale. Beaucoup étaient sévères. Donc, la scoliose moyenne était de 57%. 57% avaient la scoliose. Et vous voyez les différents emplacements de la scoliose, le thorax, la région thoraxo-lombaire. Et donc, aucun patient n'avait subi d'opération. En ce qui concerne la fonction pulmonaire, il y avait donc une physiologie restrictive, une restriction du passage de l'air, de la capacité du passage de l'air chez 71% des patients. Donc, la ventilation la ventilation maximale moyenne, donc l'air expiré en 1 minute, était de 62,4 et c'est assez remarquable. Donc, dans la fonction pulmonaire, les critères reposent sur 4 paramètres, notamment la taille. Donc, quand vous avez des personnes de petite taille, il n'y a pas de standard validé pour mesurer cette fonction pulmonaire. C'est pour ça que nous utilisons une valeur relative. Donc, nous avons aussi fait des balayages du thorax chez toutes les personnes participant à l'étude. Et ce qui est très intéressant, c'est justement ces résultats des balayages. Il y a eu donc des anomalies bénignes, mais la plupart des personnes ont montré donc un amincissement de la paroi pulmonaire et nous explorons toujours pourquoi cela a lieu. Nous avons examiné la qualité de la vie et nous avons trouvé que le SF36, qui est une mesure de la qualité de la vie standard, donc a montré que c'était la qualité de la vie la pire au sein de la population générale. 8 personnes ont indiqué une mauvaise qualité de sommeil et les personnes ont aussi montré une des limitations supérieures à la population générale. Donc, nos conclusions de cette étude pilote, c'est que l'insuffisance respiratoire peut être intrinsèque à l'OI et non pas donc à la scoliose. Les pires fonctions pulmonaires des patients OI conduisent à donc une qualité de vie amoindrie. Il y a des anomalies de la paroi donc pulmonaire qui sont uniques aux patients OI et nous remercions nous remercions la fondation pour donc les financements. Donc, cette étude continue et s'élargit. Nous continuons donc l'inscription des patients. Nous inscrivons donc un groupe de patients pour subir une bronchoscopie. Nous insérons un tube dans les poumons. Nous prélevons donc une
une biopsie donc de la taille d'un grain de riz. Et cet ajout est financé par la générosité des personnes qui donnent à l'eau. Donc, c'est un financement de la Fondation OE. Donc, davantage de sites sont ajoutés pour augmenter la portée et la puissance de l'étude. Ici, donc, ce sont donc les équipes. Donc, voilà où en est notre étude. Moi, je suis le visage de la recherche pulmonaire dans le cadre de l'OI, mais c'est un effort d'équipe qui est dirigé par Kathleen Raggio de New York. Les forces, c'est Holly Lotorco, Erin Carter, G.D. Chetana, Nancy Pleshko de l'Université Temple, Sean Fedina à l'Université de Columbia, qui fera les biopsies sur nos patients, Mohamed Choudhury, dans le département de pathologie, Sergei Leikin, qui s'occupe de l'expression des gènes dans les biopsies. Il est donc à l'Institut national de la santé, et Roy Morella, qui a développé des modèles dans les maladies pulmonaires. Et enfin, je suis le visage de ce travail et je suis basée à Denver, dans le Colorado. Il y a un grand nombre d'études qui sont réalisées et qui seront peut-être utilisées donc dans le traitement de l'OI et qui seront utilisées pour les maladies pulmonaires. Et enfin, si vous ne vous êtes pas encore fait vacciner contre la COVID-19, faites-le. Merci beaucoup. Merci, Dr. Senhouse. Donc, si vous avez accès au site web de l'OIF, nous avons un grand nombre d'informations qui ont été vérifiées. Il y a beaucoup d'informations sur les questions pulmonaires. Si vous souhaitez accéder facilement à toutes ces informations, vous pouvez aller sur notre site. Vous pouvez les lire sur le site ou les télécharger. Elles ont été vérifiées. Et donc, nous continuons notre programme. Nous avons donc un pédiatre, généticien. Il s'occupe de génétique humaine et il a été reconnu par un grand nombre de sociétés et donc il est un investigateur. Il est aussi donc un fan de sport. Brandon Lee, merci. Donc, je vous souhaite le bonjour. Nous avons donc un grand nombre d'investigateurs cliniques. C'est un privilège, notamment le docteur Sandhouse et aussi la Fondation Hawaii. J'aime beaucoup cette diapositive car ça nous donne un contexte historique de la façon dont la Fondation OI donc, est le moteur de l'évolution de nos connaissances. Il y a, ça c'est des critères importants, un critère de mesure important, donc les publications, l'examen par les pairs, le nombre d'études publiées chaque année. Il y a des jalons qui sont importants selon moi. En 1985, il y a donc cette découverte que le collagène 1 donc a un impact. Donc, le docteur Glorieux donc, a mis en place la première pharmacothérapie efficace de notre groupe, Morello et autres. Nous avons découvert une nouvelle forme d'OI. Et donc, en continuant, il y a aussi les investissements de l'OIF et des
instituts nationaux de santé. Et j'en parlerai un petit peu plus, mais vous voyez donc une accélération des découvertes et nous espérons que ceci se poursuivra parce que vous savez qu'avec l'OI, il y a beaucoup de choses que nous ne connaissons pas. Alors, le consortium Brittle Bone, donc fragilité des os, c'est les centres d'investigation majeurs que l'on peut trouver sur l'OI. Donc, vous voyez que ceci couvre à peu près tout le pays. Il y a bien sûr le partenariat critique avec la fondation OI, avec une des principales investigatrices, donc Tracy Hart, avec tout votre travail. Il y a également le DMC qui permet de coordonner les différentes activités. Alors, ce qui est important également, c'est qu'on ne pourrait pas le faire sans le soutien des NIH, des instituts nationaux de la santé. Et je crois qu'il y a vraiment un soutien. Donc voilà certains des centres qui appuient le consortium. Il y en a 5 de ces centres qui nous soutiennent. Donc le Centre national pour les sciences translationnelles, le Centre de l'arthrite et des maladies de la peau et musculo-squelettaires, la santé mentale, la recherche crânio-faciale, etc. Et il y a également la Fondation pour les enfants de la fragilité osseuse. Alors, ce qui est important, et tous les sites y ont participé, c'est les études longitudinales. Donc, un des éléments pour mieux comprendre toute maladie rare, c'est il faut qu'il y ait en fait suffisamment de patients pour identifier tous les problèmes relatifs à cette maladie. Et donc, l'étude principale a impliqué 1000 sujets atteints par l'OI de 12 sites avec différents aspects de leur maladie, la progression, la réponse aux thérapies. Il faut également bien comprendre ce qui se passe en termes de fractures, par tassement vertébral, tout l'historique de la scoliose, évaluer également le phénotype crânio-facial, la malocclusion dentaire et l'impact sur les femmes enceintes. Donc, on parlait de la qualité de la vie tout à l'heure et des différentes manières de mesurer, essayer d'identifier des biomarqueurs de collagène. L'imagerie également, avec une excellente résolution pour tout ce qui est crânio-facial dans l'OI, de manière à avoir un impact sur la santé dentaire. On a parlé également des femmes enceintes, on a parlé des résultats cardio-pulmonaires grâce au docteur Sandy. Et l'anxiété et la douleur, ainsi que d'autres problèmes relatifs à l'OI. Les sites, eh bien, il y a 900 participants, donc excellent recrutement. Merci à tous ceux qui font partie de cette étude et si vous n'en faites pas partie, vous devriez le faire. Nous voyons donc la courbe au fil des années. Nous avons commencé en 2014-2015 à peu près et nous avons donc beaucoup augmenté. Nous avons beaucoup compris. Cette étude sur l'histoire naturelle nous a permis d'obtenir des données variées. Et maintenant, nous avons besoin de données longitudinales. Comment est-ce qu'un groupe de personnes évolue avec le temps? Et même par rapport à ces données, nous avons déjà beaucoup appris. Donc, tout ceci est à votre disposition. Vous pouvez aller sur notre site web ou sur le site web de la Fondation. Nous avons parlé des naissances avec l'OI, lorsque ceci n'est pas, avec les taux de fracture à la naissance. Nous avons parlé des effets des bisphosphonates sur les résultats de santé dans l'OI. Ceci se concentre surtout sur la santé buccale pour les enfants et les adolescents, les caractéristiques dentaires et crânio-faciales, les différentes technologies, donc la tomographie,
Dans les cas graves, type 3 et 4, les caractéristiques faciales et dentaires de l'ostéogenèse imparfaite de type 5 et donc la prévalence chez les personnes des caries chez les personnes avec l'ostéogenèse imparfaite. Donc vous voyez beaucoup d'informations, nous en parlerons lors de cette réunion et à l'avenir. Nous parlons des questions, externes au squelette. Donc la croissance est impactée par, l'OI. La fonction pulmonaire, comme nous l'avons déjà entendu, incorporez votre perspective dans les études sur cette maladie rare avec le docteur Tossi. La mobilité est très importante parce que la mobilité a un impact sur la qualité de la vie et comment donc quantifier la manière dont on mesure cette mobilité. Tout ceci est important, vous le comprenez, parce que c'est un élément principal sur lequel nous devons nous concentrer parce qu'il s'agit d'être prêt aux études cliniques et les difficultés des patients. Donc, qu'est-ce qui est nouveau? Voici certains des documents qui ont été publiés grâce à votre travail avec nous. L'année passée a été très, très active avec beaucoup de nouvelles publications de rapports et d'études. Il y a eu un document sur la perte, sur la surdité, la perte auditive, et j'en parlerai un petit peu plus. Certains des outils qui sont utilisés pour mesurer la qualité de vie et la fonction physique. J'en parlerai. La qualité de la vie chez les enfants et chez les adultes. Et le questionnaire des femmes enceintes. Donc, certains y ont participé. C'est avec le docteur Kraka qui met l'accent sur ce qui se passe chez les femmes en termes de maternité et de résultats néonataux. La dentition à un niveau très poussé, d'autres éléments tels que la pose de dispositifs de contention, les problèmes de malocclusion. Encore une fois, ceci est critique parce que cela a un impact sur la qualité de vie pour les patients atteints d'OI. Et j'ai parlé de la croissance longitudinale, mais également la main et ce qui se passe à ce niveau-là. Donc, encore une fois, beaucoup de données qui sont publiées et j'imagine que au fil des années, ceci se poursuivra. Alors voilà encore un exemple auquel vous pouvez avoir accès. Et d'ailleurs, nous sommes très impliqués dans la formation de la prochaine génération avec laquelle nous avons travaillé là-dessus. Donc les différents types et nous avons donc quantifié les différents niveaux de surdité, modéré, grave et par rapport aux différents types, ce qui permet de vous aider à travailler sur la prévention. Donc vous voyez ici les différents âges, donc ceci est, un petit peu général, mais cela vous donne également le progrès avec le temps. Ensuite, préparation aux essais cliniques. Lorsqu'on teste un nouveau médicament, une des choses les plus importantes pour la FDA, c'est de savoir si on peut inscrire suffisamment de patients pour décider si oui ou non ce médicament fonctionne. Et donc, en travaillant avec vous dans le cadre de cet essai, et nous l'avons fait avec une des personnes que nous formons, nous avons essayé donc de créer un outil pour la mobilité et la fonction physique. Et donc, l'idée, c'était de prévoir le nombre de personnes qui étaient affectées, qui étaient aidées. Donc, c'est un petit peu tout ce que vous avez entendu avec le vaccin contre la COVID. C'est la même idée. Comment est-ce qu'on détermine si oui ou non il y a efficacité dans le cadre d'un test clinique? Et c'est très important parce qu'on ne travaille pas uniquement avec le consortium, mais il y a les sociétés pharmaceutiques et donc cela a un impact sur les essais qui les intéressent ou pas. En ce qui concerne la santé buccale, donc pouvoir mâcher, c'est vraiment un élément essentiel dans la qualité de vie. Et d'ailleurs, sur la base de cette étude, Janice Lee, Deborah Krakau et Jean-Marc Retrouvé ont fait une nouvelle étude qui est très intéressante. D'ailleurs, Dr Retrouvé sera avec nous demain. Mais donc, ils ont étudié l'importance de l'alignement des dents pour éviter ce problème d'occlusion. Et j'imagine que si vous êtes atteint d'une forme grave de la maladie, vous comprenez ceci.